Un scientifique qui affirmait avoir trouvé le remède contre le virus de l'immunodéficience humaine s'est avéré être un imposteur. Et quelqu'un prévoyait de tout révéler sur ses secrets, mais il a fini par être retrouvé mort. Nous vous ferons revivre chaque moment fort de cette affaire, alors que l'épouse de la victime affronte l'accusé du meurtre de son mari. Voici Inside the Crime par Law & Crime. Je suis Elizabeth Milner. C'est un de ces cas où on peine à comprendre ce qui s'est passé. Un scientifique qui semblait tout avoir a choisi le meurtre lorsque son monde a failli s'effondrer. Il a même engagé un ami d'un ami pour trouver un tueur à gages. Le docteur Serhat Gumraku menait la grande vie. Il vivait dans un immense manoir en Californie et il semblait aussi vouloir faire le bien dans le monde. Chercheur en biomédecine, il affirmait avoir trouvé le remède, ce dont rêvent la plupart des scientifiques, contre le virus de l'immunodéficience humaine. Voici le problème. Les procureurs fédéraux disent qu'aucune preuve réelle n'attestait l'authenticité de son diplôme. Comment un pseudo-scientifique pourrait-il découvrir un remède pour le rhume et encore moins pour le virus de l'immunodéficience humaine? De plus, un accord majeur était en préparation, censé rapporter des millions de dollars. C'était donc le plan avec ce prétendu remède contre le virus de l'immunodéficience humaine. Le docteur Gumraku pouvait fusionner son entreprise, qui s'appelait Enochian Biosciences, avec une société spécialisée dans le commerce du pétrole. L'accord semblait en préparation depuis des années. Quadrant Financial Group achèterait du pétrole à Mode Commodities pour le revendre plus cher à un autre groupe. Le docteur Serhat a accepté de devenir partenaire de Quadrant lors de la fusion. Quadrant devait fournir une lettre de confort bancaire prouvant que l'entreprise avait accès à 22 millions d'euros. Le docteur Serhat a dit avoir l'argent et obtiendrait la lettre bancaire, ce qu'il a fait, mais c'était un faux. Gregory Davis, propriétaire et employé de Mode Commodities, savait que la lettre était fausse et que l'argent était probablement aussi inexistant. Ce va-et-vient a duré des années, Gregory semblait le remarquer. Le prétendu bon docteur ne l'était pas, et cela n'a sans doute pas aidé. Serhat était accusé en Californie d'émission de chèques sans provision. Gregory prévoyait d'en parler aux autorités, alors Serhat a commencé à élaborer son plan pour se débarrasser du problème. D'après les documents du tribunal fédéral, Serhat a demandé à ses associés d'embaucher un tueur à gages, identifié grâce au témoignage de Jerry Banks. Le 6 janvier 2018, il est allé dans le Vermont et a frappé chez Gregory. Prétendant être un marshal américain, il a arrêté fictivement Gregory pour racket alors qu'il n'en avait ni le titre ni le pouvoir. Il a menotté Gregory, l'a mis dans un Ford Explorer, gyrophares allumés et tout. Ensuite, il a conduit sur environ 16 km, s'est arrêté sur le bord de la route et a exécuté Gregory. Il a tiré plusieurs balles dans son dos et dans sa tête, le tuant sur le coup. Ensuite, il a simplement laissé son corps sur le talus enneigé, où il n'a été découvert que le lendemain. Peu d'informations publiques circulaient sur Gregory Davis, si ce n'est qu'il était père de 6 enfants. Et au moment de son meurtre, sa femme Melissa était en fait enceinte de leur 7e enfant. Son meurtre a bouleversé toute sa famille. Le docteur Serhat a été arrêté des années après le meurtre de Gregory. Son avocat a tenté de faire croire que l'ami de Sarah Hatt / ou son assistant Burke Wright était le cerveau de l'affaire. Law & Crime est la référence du contenu juridique et true crime sur YouTube, et ce n'est pas sans raison. Morgan & Morgan est le plus grand cabinet d'avocats spécialisé en dommages corporels des États-Unis. C'est un cabinet avec plus de 1000 avocats et c'est parce qu'ils gagnent souvent. Ils ont récupéré plus de 25 milliards pour plus de 500 000 clients au cours des derniers mois. Une cliente en Floride a reçu 12 millions après que la compagnie d'assurance n'ait offert que 350 000. En Pennsylvanie, une cliente a obtenu 26 millions, soit 40 fois l'offre de 650 000 de l'assureur. Une autre cliente en Pennsylvanie a reçu 29 millions après qu'on ne lui ait offert que 500 000. Même si votre affaire semble modeste, pourquoi ne pas réclamer ce que vous méritez? Morgan & Morgan facilite la démarche. Vous pouvez déposer une réclamation depuis votre téléphone en seulement 8 clics, donc si vous êtes blessé, vous pouvez facilement commencer une réclamation sur fortepeople.com. Barrez l'intérieur du crime en cliquant sur le lien ci-dessous ou en scannant le QR code à l'écran. Burke a reçu de l'aide de son ancien voisin Aaron Etheridge, qui a ensuite recruté Jerry Banks. Beaucoup de personnes étaient impliquées dans ce plan meurtrier, mais quel est le vieux dicton? Suivez l'argent, car c'est la trace de l'argent qui a permis de l'attraper la main dans le sac. Non seulement cela, mais les procureurs ont également souligné que le docteur Serhat était le seul à avoir un véritable mobile pour vouloir la mort de Gregory. Lors de son procès fédéral, Serhat a bien pris la parole à la barre pour sa propre défense. Il a témoigné qu'il n'avait en réalité jamais obtenu de diplôme de médecine. Il l'a payé sans suivre les formations requises et cette absence de formation a coûté la vie à quelqu'un.
Lorsque l'accusation l'a contre-interrogé, Serratt a admis qu'il n'avait pas la licence médicale appropriée lorsqu'il a soigné un patient atteint de cancer qui est finalement décédé. La famille de ce patient a versé 150 000 à Serratt pour le traitement. Il a gardé l'argent et ne l'a rendu à la famille qu'après avoir été poursuivi. Il avait du mal à suivre tous ces mensonges envers ses patients, les dirigeants et le FBI. C'était vraiment plein de mensonges. Le jury délibère puis revient avec de nombreux verdicts de culpabilité. Coupable de meurtre sur commande, coupable de complot en vue de commettre un meurtre sur commande, coupable de complot en vue de commettre une fraude électronique. Et qu'en est-il des autres hommes impliqués? Burke Wright, l'ami et assistant personnel, a plaidé coupable pour ses chefs d'accusation de meurtre sur commande et de complot en vue de commettre un meurtre sur commande. Il a été condamné à 110 mois de prison suivi de 3 ans de liberté surveillée. Aaron Lee Etheridge, le voisin, a avoué un meurtre commandité et un complot d'enlèvement ayant causé la mort. Il a été condamné à 140 mois de prison suivi de 5 ans de liberté surveillée. Quant au tueur à gages Jerry Banks, il a tué Gregory Davis et plaidé coupable de meurtre sur commande, complot d'enlèvement et blanchiment d'argent. Il prendrait perpétuité, non? Eh bien non. Jerry Banks a été condamné à seulement 200 mois de prison, ce qui correspond à un peu plus de 16 ans et demi. Le docteur Serratt devait être condamné le mois dernier, mais un juge fédéral a reporté la sentence car son avocat avait besoin de plus de temps pour examiner d'éventuelles contestations sur son rapport présententiel. Dans tous les cas, il risque une peine de prison à perpétuité obligatoire. Ce serait l'une des dernières fois que la famille de Gregory Davis verrait les hommes impliqués dans sa mort. Sa femme, Melissa, a fait une déclaration émouvante sur l'impact du crime. « Je me tiens ici aujourd'hui. À la fois veuve et mère de 7 enfants dont la vie a été brisée cette nuit-là. Greg a été arraché à nous, selon valleynews.com. La voix de Melissa s'est brisée en évoquant la cicatrice laissée par la mort de Gregory sur elle et leurs enfants. Le bébé qu'elle portait il y a 7 ans s'appelle maintenant Jubilé. Parce que Melissa dit avoir choisi de croire que Dieu apporterait beauté, restauration et liberté. Elle lutte contre la dépression pour rester forte pour leurs 7 enfants. Elle a dit « Tu voulais faire taire mon mari, mais tes mensonges échouent. » Ici. Dans cette salle d'audience. Je suis maintenant rejointe par Julie Randelman, avocate de la défense pénale, ex-procureure et analyste juridique pour Law and Crime. Julie, merci beaucoup de m'avoir rejointe aujourd'hui. Je suis sûre que vous avez déjà vu des complots de meurtre sur commande, mais quelle est votre réaction ici? Où? Selon les procureurs, le mobile était un accord pétrolier raté qui aurait pu compromettre un accord biomédical plus lucratif pour l'accusé. Nous avons vu de nombreux meurtres commandités dans la justice et le crime au fil des années. Je pense que ce qui m'a le plus marqué, c'est le nombre de personnes impliquées dans cette affaire, dans la planification de la mort de cette personne. Je trouve que c'était incroyablement intéressant que l'accusé veuille garder ses distances, veuille rester innocent, garder les mains propres. Et donc, il a mis autant de personnes que possible entre lui et le meurtre réel afin d'essayer de se protéger. Évidemment, ça n'a pas fonctionné. Oui, et cette affaire a eu lieu en 2018. Mais penses-tu que l'avancée de la technologie en ce qui concerne les gens, ou en ce qui concerne les enquêteurs qui enquêtent sur ces allégations? Dans ce cas, penses-tu que c'est ce qui a changé les enquêteurs, en termes de perception? C'est le cerveau derrière ce complot vraiment, vraiment terrible. Tu sais, c'est drôle. Je pensais aux vieilles affaires de mafia où, tu sais, le parrain ne se salissait jamais les mains et d'autres faisaient le sale boulot à sa place. Ils n'avaient pas de texto, ils n'avaient pas d'email, il n'y avait pas de site de vente, ni la possibilité de localiser un téléphone. Donc, la technologie fait toute la différence dans ce genre d'affaires. Et quand il y a des personnes qui pensent que parce qu'elles ne sont pas celles qui agissent physiquement, c'est-à-dire l'humiliation et l'élimination physique de cette personne. Elles pensent d'une certaine manière que leur distance les protège. C'est l'exemple parfait où la technologie a permis aux enquêteurs de résoudre cette affaire et de trouver qui était finalement la personne numéro 1 responsable. Ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est tout ce mobile, c'est-à-dire toute l'histoire du pétrole puis du biomédical. Mais je me demande, Julie, si tu penses que le docteur Serratt manipulait tout le monde depuis le tout début. J'ai du mal à croire qu'il n'était pas un imposteur depuis le tout début, même en remontant à son travail et à sa profession, c'est-à-dire en tant que scientifique. Oui, je veux dire, c'était comme un téléfilm.
Tu sais, avec tous, tu sais, tous les personnages principaux. On pourrait presque s'y attendre. Et donc, tu as tout à fait raison. Je veux dire, d'abord, on a l'accord pétrolier qui est remis en question parce qu'il y a des allégations de blanchiment d'argent. Souviens-toi de ce plan qu'il avait concernant l'accord ultime qu'il pensait perdre. C'était soi-disant qu'il avait créé ce remède contre le virus de l'immunodéficience humaine. Je pense donc que cela remet en cause tout ce à quoi il a participé durant le processus. Et au final, on sait que le mobile était assez fort parce qu'il allait potentiellement perdre cet accord si le monde ou si la société elle-même venait à en être informée. Un peu le business parallèle auquel il se livrait, et Gregory David, ou ses échecs parallèles, disons-le ainsi. exactement cette partie-là, et Gregory Davis. La victime dans cette affaire a été assassinée en 2018. La docteure Sarah Hatt a été arrêtée en 2022. Condamné en 2025, il a pourtant vu sa sentence reportée par le juge. Même s'il risque une peine de prison à vie obligatoire, comment est-ce possible qu'une telle chose se produise alors que nous savons déjà quelle sera la sentence? Cette peine de prison à vie est obligatoire. Pourquoi la repousser sans cesse? C'est inhabituel dans une affaire fédérale qu'un juge accorde une période aussi longue à la défense pour déposer des requêtes. Il pourrait y avoir des questions concernant l'appel, il pourrait aussi y avoir des éléments d'atténuation qui ressortent, je pense. Ici, il est intéressant que le gouvernement accepte souvent une prolongation. C'est l'un de ces cas où le gouvernement dit non. Nous souhaitons une condamnation immédiate, mais le juge a accordé une prolongation à la défense. Parfois, les juges le font parce qu'ils veulent éviter tout appel potentiel en ne leur accordant pas cette prolongation. Donc, encore une fois, nous ne connaissons pas la raison exacte, mais une prolongation n'est pas quelque chose de si inhabituel. Que pensez-vous de la réaction de l'épouse de la victime pendant l'audience de la sentence? Elle pensait qu'il serait condamné ce jour-là. Elle a déclaré avec émotion qu'elle était enceinte lors de la mort de son mari. Et elle devait continuer à être forte, même si elle luttait contre la dépression, parce qu'elle devait rester forte pour les 7 enfants qui comptaient sur elle. Mais je ne peux qu'imaginer ce qu'elle ressent, parce que ce qui est vraiment arrivé à Gregory Davis est une tragédie. Plus grave, 7 enfants se retrouvent sans père à cause de ce que le docteur Serrat avait prévu dès le début. Je trouve cela inhabituel. On évoque une prolongation devant le tribunal fédéral. Ce n'est pas inhabituel, mais la prolongation à la dernière minute l'est. C'est généralement quelque chose qui est mis en place pour que la famille de la victime sache que ce ne sera pas la date de la condamnation. Vous savez, le juge donne généralement la priorité aux victimes. Rappelez-vous, ce sont eux qui sont là et qui veulent s'exprimer sur ce qu'ils ont vécu, sur la perte de leurs proches. Donc, cet aspect-là est un peu inhabituel. Je veux dire, personne ne peut imaginer ce que la victime traverse. Et rappelez-vous, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Elle doit maintenant élever ses enfants. Ce crime a eu lieu, je crois, en 2018. Et donc, c'est quelque chose avec lequel elle et sa famille ont dû vivre pendant si longtemps. Et je suis sûre qu'ils veulent tourner la page sur ce chapitre. Et Julia, j'ai toujours été curieuse de savoir pourquoi, lorsque des peines sont prononcées dans le système judiciaire fédéral, elles sont toujours exprimées en mois. Donc, on voit les autres hommes condamnés à 200 mois de prison, 110 mois de prison, 140 mois de prison. J'ai aussi trouvé intéressant que les 200 mois soient 16 ans et aient été donnés au tueur à gages, celui qui a réellement tué la victime dans cette affaire. D'abord, explique-moi pourquoi le système fédéral condamne en mois et ce que tu penses des autres hommes et de leurs peines. Concernant le système fédéral et les peines, les fourchettes de référence sont données en mois. Chaque année correspond à un certain nombre de mois et à une période de temps. Et donc, cela se distingue simplement de l'État à ce niveau-là. Je pense que la chose dont tu parles et qui est la plus répandue, c'est la personne qui a réellement appuyé sur la gâchette. La personne qui l'a réellement attiré hors de la maison reçoit beaucoup moins de temps que celle qui a planifié toute l'affaire. Et donc, il y a potentiellement plusieurs réponses. La première, c'est qu'il a peut-être coopéré avec le gouvernement pour les aider à remonter jusqu'à la personne qui a planifié toute l'affaire, c'est-à-dire ce deuxième docteur. Il pourrait y avoir eu une atténuation importante. Troisièmement, il n'est pas allé au procès préférant assumer ses responsabilités, tandis que le cerveau de l'affaire, lui, a choisi d'y aller. Ce n'est pas qu'on doive punir quelqu'un pour cela, mais surtout au tribunal fédéral, les juges voient d'un meilleur œil quelqu'un qui assume ses responsabilités plutôt que quelqu'un qui va au procès et perd. Et je me demande aussi toujours qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une avocate quand votre cliente a toutes ces preuves contre elle.
Qu'il s'agisse de preuves médico-légales, de services de messages courts ou d'emails, tous ces types de communication. Cependant, votre cliente souhaite toujours aller au procès et défendre ses droits constitutionnels devant le tribunal. Qu'est-ce que ça fait de lutter contre ce genre de tiraillement intérieur en sachant qu'il y a cette possibilité? Un jury va vous déclarer coupable, mais votre cliente affirme son innocence et veut poursuivre le procès. Je pense que c'est la question essentielle du moment que vous informez votre cliente des différentes options. Si vous allez au procès, quelles sont les différentes possibilités? Si vous n'allez pas au procès, c'est finalement leur décision. Vous pouvez les influencer d'une certaine manière. Vous pouvez présenter les preuves et dire que ces éléments peuvent influencer le jury. De cette façon, et ces éléments peuvent ne pas influencer le jury. Rappelez-vous, il s'agit plutôt d'une affaire circonstancielle. Nombreux sont ceux accusés ou jurés qui ne saisissent pas toujours la force des preuves circonstancielles. Ils se disent mais que sans preuve qu'ils ont appuyé sur la gâchette, on ne peut pas prouver leur implication, juste qu'ils en ont parlé. Et donc, certains diraient que c'est une vision naïve de ce à quoi peuvent ressembler les preuves circonstancielles. Mais je suis sûre que la défense lui a présenté toutes les options. Il a pris la décision d'aller de l'avant. La défense a fait de son mieux pour réfuter les preuves et finalement, un jury n'a pas statué en leur faveur. Je trouve aussi intéressant les affaires de meurtre sur commande, surtout quand plusieurs personnes sont impliquées. Je repense souvent au dicton de Benjamin Franklin. 2 personnes gardent un secret si l'une est morte. De plus en plus d'informations ont été révélées car beaucoup de personnes étaient au courant. Je ne sais donc pas si ce sera la fin des intrigues et affaires de meurtre sous contrat ici, surtout à Law and Crime. Julie Rendelman, je tiens vraiment à vous remercier pour votre analyse de cette affaire. J'apprécie beaucoup le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. Merci comme toujours. Selon les procureurs fédéraux du Vermont, Sarah Gumriku sera condamnée pour son rôle dans le meurtre de Gregory Davis le 24 novembre. C'est tout pour cet épisode. Retrouvez d'autres épisodes sur la chaîne YouTube de The Law and Crime. Pour l'instant, je suis Elizabeth Milner et c'était Inside the Crime.